tienne n'aura pas de fin. En 2015, la ville de Donnacona fêtait son 100e anniversaire. Dans cette série de 6 émissions, nous revivrons les moments historiques qui ont marqué la municipalité durant ces 100 dernières années et le comité des fêtes du 100e nous fera revivre toutes les activités qui ont mobilisé et rassemblé les citoyens de Donnacona durant toute l'année 2015. Dès l'automne 1912, on a déjà 225 travailleurs qui construisent les premiers éléments du moulin. En plein hiver de la même année, il y a maintenant 500 travailleurs qui construisent le moulin. On voit apparaître dans le milieu différentes nationalités, des Russes, des Slaves, des Polonais. Nos gens qui venaient construire le moulin étaient logés dans des baraques qui étaient construites très rapidement. Les gens du secteur vont l'appeler le village des oies. Les deux interprétations qu'on a faites aujourd'hui, c'est que souvent le soir, étant donné que les gens parlaient beaucoup de langues, ça faisait comme des oies, un groupe d'oies qui parlaient ensemble. Et l'autre possibilité également, c'est que les gens qui venaient construire les moulins se déplaçaient. Un coup qu'ils avaient construit un moulin, ils se déplaçaient dans une autre ville pour en construire, un petit peu comme les oies au printemps ou à l'automne qui vont se déplacer d'un endroit à l'autre. Les spécialistes dans la construction du moulin à papier, certains de ces travailleurs-là vont décider à la fin des travaux de s'installer à Donnacona puis fonder leur famille ici. Ainsi, aux grandes familles qu'on connaît déjà, les Delisle, les Doré, les Pagé, les Brière puis les Plot, on va ajouter maintenant des grandes familles, les Pelusseau, des Dagnac, des Loupache, des Dietrich, des Dietrich. Parmi les tâches les plus dures lors de la construction qu'il va falloir réussir à mettre en place, c'est vraiment de bâtir le barrage sur la Jacques-Cartier. Puis c'était important, il était essentiel pour la survie du moulin. On va réaliser, en plus du barrage, un conduit d'eau de 15 pieds de diamètre sur une longueur de 1581 pieds. Ce tuyau-là va permettre d'alimenter les turbines du moulin. On va construire un bâtiment de 67 pieds par 100 pieds qui va accueillir les 4 turbines, mais également une turbine pour alimenter la génératrice électrique. On va construire aussi un autre bâtiment de 40 pieds par 100 pieds pour la transformation du bois de pulpe. On va avoir besoin d'un édifice de 50 pieds par 275 pieds pour abriter la machine à papier numéro 1. Cette machine à papier va produire jusqu'à 50 tonnes de papier par jour. Ça prend également un bâtiment pour recevoir le département de finition et d'expédition, un bâtiment pour la bouilloire et également un pour le hangar à bois. L'usine va produire sa première tonne de papier le 13 février 1914, mais il va falloir attendre le 4 novembre 1916 pour la bénédiction solennelle du moulin, qui va être faite par l'abbé Turgeon, qui était le curé de la paroisse des Écureuils. Et cette bénédiction-là va être faite en présence de nombreux dignitaires, dont l'Omer Gouin, qui est à ce moment-là premier ministre du Québec. Mais si on parle des grands événements, moi, ça va rester marqué le 31. Moi, je me rappelle le décompte, les 10 dernières secondes. Tu sais, Daniel Tanguy nous avait dit je vais vous préparer quelque chose avec des feux d'artifice intérieurs, musicaux. Là. Donc, je suis monté sur la scène avec ma blonde, nos 2 enfants, puis là, on a parti le décompte. Puis je me rappelle, là, je le regarde sur les images, là, il y a des images qui ont été captées. Puis en même temps, je m'en souviens, puis je m'en souviens plus de ce moment-là. Tellement, j'ai pas eu le temps de l'apprécier vraiment parce que c'était magique. Ouais, euphorique. Magique. Quelle grande soirée! Pour lancer nos festivités le 31 décembre, on l'avait annoncé, c'était le plateau de l'Arena qui allait être de mise pour attirer le plus de nombre de personnes possible. 650 personnes. C'était le souci du détail, hein? Parce que chaque petite affaire avait été pensée, puis une personne qui nous a donné un grand coup de main, Mélanie, avait été cherchée, c'est Cindy Brière, qui a vraiment tout pensé à la conception, puis les petits bols au centre, les billes dedans, puis tout ce qu'on a fallu monter pendant des heures. Le concept du blanc noir. Et il ne faut pas oublier non plus l'exposition qu'il y a eu dans la hall d'entrée, Fernand. Oui, bien, ce qu'on voulait, c'était que les gens se sentent vraiment dépaysés en organisant une exposition historique. Les gens rentraient vraiment dans l'aréna qui était complètement différente de ce qu'ils étaient habitués de voir.
Puis en même temps, ce soir-là, c'était un souper-spectacle. Là. Donc, on avait fait appel à des fournisseurs de la place. Puis c'est le restaurant La Bonne Fourchette qui organisait ce souper-là pour 650 personnes. Et... C'était tout un défi à relever. Et le gymnase qui était plein. Incroyable, là. Il y avait du monde là, au pied carré. L'établissement de l'usine de papier à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier est vraiment à l'origine du nom de notre ville. Parce qu'en 1912, George McHugh, qui avait acheté le fonds Jacques-Cartier, s'était associé pour former la compagnie Donnacona Paper Company Limited. Il avait appelé le nom de la compagnie en l'honneur du chef indien Donnacona, qui, à l'époque, on pensait que Donnacona avait été chef d'un village qui aurait été localisé en bordure de la rivière Jacques-Cartier. L'histoire actuelle nous dit que cette information-là n'était pas véridique parce que le Donnacona était le chef de la paix, le chef de Stadacona, mais à l'embouchure de la rivière Saint-Charles dans la région de Québec. En 1534, il s'était rendu dans la baie de Gaspé avec d'autres Indiens pour faire la pêche. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont rentré en lien avec Jacques Cartier en 1534. Et Jacques Cartier, à ce moment-là, en juillet, a érigé une croix à Gaspé. Et Donnacona s'est senti lésé et il a hargné un petit peu les Français sur ce geste-là. Cartier s'est accaparé des canaux et de Donnacona. Il les a fait monter sur son bateau, il les a festoyer et à ce moment-là, a essayé de convaincre Donnacona de laisser partir ses 2 fils en France. À ce moment-là, les Français avaient besoin d'Indiens pour qu'ils deviennent interprètes, qu'ils apprennent le français, pour pouvoir rentrer en contact avec les Indiens. Donnacona s'est fait convaincre de laisser partir ses 2 fils en France, mais avait la promesse de Cartier qui ramènerait ses 2 fils l'année qui suit. La question qu'on se posait, c'est est-ce que maintenant les Français ramèneraient les 2 fils de Donnacona? Et oui, 1 an après, Cartier ramène les 2 fils de Donnacona qui ont appris le français. Ça permet aux Français de découvrir le fleuve, mais également le Saguenay. Et le Saguenay, ça lui permet de découvrir des richesses, de l'or et des diamants. Cartier obtient à ce moment-là des renseignements importants. Mais ce qu'il veut, c'est de pouvoir ramener Donnacona en France pour qu'il puisse dire au roi et convaincre le roi de toutes les richesses qu'il peut avoir en Nouvelle-France. Au printemps 1536, lors d'un banquet qui est tenu à bord du bateau de Cartier, il va enlever Donnacona et 9 Indiens pour les amener en France. Cartier et son équipage vont quitter Stadacona en direction de la France et à son bord, il y a les 10 Indiens, dont Donnacona et ses 2 fils. Donnacona est décédé en France et Cartier, dans son journal personnel, va indiquer que les autres Indiens se sont mariés en France et ne voulaient plus revenir ici en Nouvelle-France. Toutefois, l'histoire d'aujourd'hui nous dit peu de choses sur les Indiens. Ce qu'on apprend, c'est que 3 ans après, tous les Indiens sont morts et que Cartier les aurait promenés de ville en ville comme des animaux sauvages. Et dont un d'entre eux se serait même donné la mort en se frappant la tête sur les murs. On peut faire vite le lien que c'est sûrement Donnacona qui était un chef qui était orgueilleux et fier, qui aurait pu se donner la mort de cette manière-là pour ne pas vivre ce que les autres Indiens pouvaient vivre en se promenant de village en village. Donnacona, c'est un homme qui était important parce qu'il y avait près de 50 000 personnes sous sa responsabilité comme chef de la paix. Voilà ce qui nous aide à valoriser ce nom de notre paroisse et même en connaissant les détails de l'histoire, de ressentir une dose de respect pour cette appellation Donnacona. Il est fort possible que nous considérons désormais le nom de notre municipalité avec une fierté accrue. Rapidement, il y avait le retour à la normale au niveau de l'aréna. Il fallait remettre tout ça en ordre parce qu'il y avait le tournoi annuel provincial Midget qui a lieu depuis 30-31 ans. Je pense que c'était la 31e année. Et on avait eu l'idée de profiter du tournoi pour rendre un hommage aux bâtisseurs de l'aréna. Ces personnes-là qui, à l'époque, ont travaillé extrêmement fort pour avoir une infrastructure quand même fort importante pour la ville de Donnacona. Donc, l'autre événement qui a suivi, c'est le souper de filles. Alors, on voulait annuellement, c'était la 8e année hier, justement. Fait que c'était la 7e l'an dernier. On avait décidé de faire ça à l'aréna l'an passé, puis avec un thème de 100 ans, 100 filles.
Sans hommes. Sans hommes, Ouais. sans hommes. Et- La réussite a été beaucoup dans l'élan du centième. Ouais, et tu parles d'engouement, et moi je pense à un autre événement où il y a eu beaucoup d'engouement et c'était vraiment une belle surprise, c'est le pique-nique en blanc. C'est Oui, maintenant. oui. Le pique-nique en blanc, ça a été, tant qu'à moi, ça a été la cerise sur le sundae. Si on regarde nos grandes soirées, là, c'était le concept du pique-nique en blanc qui se fait à Québec, à Montréal, à Paris, un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, tout le monde est habillé en blanc, puis on fait le souper dans un endroit qui est gardé secret jusqu'à la fin. Ça a été tout un défi de garder l'endroit secret parce que on faisait ça dans l'église de Les Écureuils qui est maintenant désacralisée, mais c'était pas évident d'aller porter le matériel, installer les décors, tout ça, mais on a réussi. Quand les gens sont rentrés dans l'église, là, d'abord il y avait un grand rideau et ils entraient de chaque côté du rideau. C'était l'émerveillement, ils ne s'attendaient pas à ça. Le wow, là, l'éclairage que Dan Tanguay nous avait Oui, fait le travail de Daniel comme Tanguay, travail il nous a- là, pour la déco, c'était... Quand il nous a parlé de comment il voulait placer ça, on était vraiment excités. Moi, c'est la première fois que je dansais l'Arc of Virgin dans le cœur de l'église. On a connu mon plus gros party de fête. Ouais, c'est C'est vrai? C'est vrai, t'as fait Jean-Michel. On a connu le summum à minuit quand les cloches ont sonné. C'est vrai, il y a Mais- des gens qui ont sonné les cloches. Sylvain et moi, on était dehors, puis on se disait, c'est donc beau. Après ça, j'ai dit, mais c'est pas normal. On a arrêté, on est allé arrêter les gens de sonner la cloche, mais les cloches, mais je me suis informée dans le secteur des Écureuils, les gens qui ont entendu les cloches, si ça les avait dérangés parce qu'il était minuit. Non, ils ont aimé ça, ils ont dit, ça nous a Ça faisait comme revivre. Et juste de voir tout le monde habillé en blanc, Mais là, ouais, c'est c'est ça, déjà quelque chose. l'effervescence qu'il y avait sur le stationnement de l'aréna. L'aréna, Les gens qui arrivaient, je regardais encore les photos cette semaine, puis tu vois les gens là, tu vois dans leurs yeux, ça pétille, les gens ils étaient tous énervés. 200 personnes habillées Ouais. en blanc, c'était magique. Une des belles activités, c'était l'hommage aux femmes. Ça avait été organisé par les femmes chrétiennes. Il avait organisé la messe et également, il y avait des personnes qui avaient fait une partie oratoire dans l'église. Et par la suite, les gens étaient tous invités au sol, une exposition de photos. C'était quand même impressionnant. Moi, je me rappelle d'une activité qui était une très belle activité. Ça, c'était un projet qui depuis le début des fêtes du 100e, c'était l'hommage aux anciens combattants. Ouais, moi, c'est probablement, de tout ce qu'on a vécu, je pense, dans le centième, c'est un peu un coup de cœur. Ils nous ont fait revivre un peu la Deuxième Guerre, c'est-à-dire que cette journée-là, ils vantaient, ils mouillaient, ils faisaient tous les temps. On était habillés en hiver alors qu'on était le 11 novembre. C'était monté d'une main de maître. Fernand a fait ça d'une façon, là, ça m'a vraiment impressionné. Là. Solennel, hein? C'était très solennel, c'était sérieux, c'était émouvant. Il y avait des éclats de rire à travers ça. On a passé par toute la gamme des émotions cette journée-là. Et rappelons-nous, il y a environ 3 ans, un ancien combattant, Raymond Veillette, m'avait appelé, moi, en me disant « Monsieur Germain, ça serait le fun d'avoir un monument pour rendre hommage aux anciens combattants à Donnacona. » Et là, on a cheminé, Fernand avec Monsieur Jean-Claude Léveillé. Ouais, là. Jean-Claude qui a fait Il un nous a excellent donné un coup de travail. main incroyable. Incroyable. Ouais. Et l'équipe de travail au niveau du sous-comité Histoire, on a travaillé pour présenter un texte qui pouvait regrouper un petit peu tout le monde, les anciens combattants, mais également les personnes qui avaient travaillé pour des missions de paix à travers le monde. Tout ça, on a travaillé quand même 1 an et demi, 2 ans comme il faut pour restructurer le monument qui représente un coquelicot. Et le fait en granit, on a une bonne collaboration de la compagnie qui nous l'ont fait de Rivière-à-Pierre. Mais ça a été vraiment un travail d'équipe du sous-comité qui ont fait un travail C'était extraordinaire. une première, je pense, dans Port-Neuf. C'était une première dans Port-Neuf qu'il y ait eu un monument qui soit consacré à nos anciens combattants. Les travaux de la construction du moulin de Donnacona, Pepper, sont très avancés et la construction va amener beaucoup de développement domiciliaire, de nouvelles maisons sur le site de Donnacona. Dès l'année 1914, en raison d'une forte demande de ces nouvelles maisons-là et des nouveaux services que la municipalité de Les Écureuils ne peuvent pas donner, il y a un groupe de citoyens qui vont faire une demande pour qu'une partie du territoire, soit les lots 78, 79 et 80, soit enlevés de la paroisse des Écureuils et former une nouvelle ville qui serait la ville de Donnacona. Toutefois, le 10 juin 1914, M. Léonidas Dussault,
qui est secrétaire trésorier de la municipalité de Les Écureuils et du conseil du comté de Portneuf, va être nommé surintendant pour étudier la requête. Son mandat, c'est qu'il doit visiter les lieux, il doit vérifier le territoire, si ce territoire contient plus de 40 maisons et si la superficie n'excède pas 60 arpents. Ça, c'était lié à l'article 51 du Code municipal du Québec. Le 22 avril 1915, le lieutenant-gouverneur de la province va proclamer officiellement qu'une certaine étendue du territoire des Écureuils sera détachée pour former une municipalité au nom de la municipalité du village de Donnacona. Pour compléter son mandat, M. Dussault doit planifier une élection qui aura lieu le 10 mai 1915. 19 novembre, Hôtel de Ville. On voulait souligner tout le travail de ces bâtisseurs-là. On le disait tout à l'heure pour les bâtisseurs de l'Arena, mais il y a eu des grandes décisions qui vont être prises au courant des années, au courant des 100 premières années de la ville. Donc là, on avait fait une invitation à tous les membres des conseils municipaux. On revisionnait les vidéos historiques de la ville. C'était plaisant de les voir se retrouver entre eux autres parce qu'il y avait différentes époques qui étaient là. On avait des conseillers municipaux qui avaient été là dans les années 50, qui étaient présents sur place, qui échangeaient avec des gens qui sont actuellement sur le conseil municipal. Donc, ça a été une belle soirée qui était sentie. Là. On sentait beaucoup de fierté. Oui. C'était apprécié de ces gens. Ils l'ont apprécié. Les gens ont vraiment apprécié le geste qu'on a posé pour nos anciens élus et on a laissé une belle plaque. Oui, effectivement, une plaque qui va être dans l'hôtel de ville à tout jamais là, avec les noms dans l'ensemble des conseillers. Je pense qu'on en avait au-dessus d'une centaine et 17 maires. Là, donc, c'était une belle soirée. Le 10 mai 1915, M. Dussault, qui est surintendant spécial, va procéder à l'élection du premier conseil municipal lors de la réunion spéciale des électeurs qui va se tenir à 10 h le matin. Dans le procès-verbal des minutes de la ville de Donnacona, on peut lire « À une assemblée générale des électeurs du village de Donnacona, le lundi 10 mai 1915 à 10 h du matin, pour la nomination de 7 conseillers devant former le premier conseil de cette nouvelle municipalité, après avis donné, lecture de la proclamation du gouverneur général érigeant en village cette partie de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Les Écureuils, qui a nom Donnacona, ainsi que l'avis public convoquant les électeurs et le certificat de publication, j'ai requis alors les 10 électeurs présents de mettre en nomination les 7 conseillers tels que mentionnés dans l'avis. Après 1 heure écoulée, j'ai déclaré élus par acclamation les messieurs suivants, M. Arthur Delisle, Médéric Lafontaine, M.D. Smith, Samuel Jacques, Oswald Godin et Edmond Côté. Dans le cas des candidats proposés, Johnny Proulx, Borromée Pagé et G. Fred Bishop, j'ai procédé par le vote à main levée et j'ai compilé 4 voix pour le premier, 9 voix pour le second et 5 pour le dernier. En conséquence, j'ai déclaré élu M. Borromée Pagé conseiller et c'est la levée de l'Assemblée. Donnacona, t'es dans nos vies, t'en fais partie aujourd'hui et demain. Donnacona, tu guides nos vies, ce qui est sur la tienne n'aura pas de fin.